J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique du lieutenant Sturm. Quelques soucis techniques sur mon enregistreur m'ont tenu éloigné du Pavillon Noir, mais le navire est à nouveau à flot, fin prêt à affronter les vagues tumultueuses de cette actualité, hélas banalement folle. D'ailleurs, ce soir, je vous propose de vous en éloigner un peu de cette actualité, pour vous faire prendre le temps de la réflexion sur ce qui constitue, ou ne constitue pas, voire ne constitue plus, les axes de force de ce qu'on appellera, par convention et comme un pis-aller, vous le verrez, on redétaillera, la mouvance. Je vous propose ce soir cette analyse, car la convergence de plusieurs catastrophes ces derniers mois en Europe a imposé, notamment, comme une complainte lancinante, la question de l'unité des radicaux, l'unité des nationalistes, des identitaires, des patriotes, bref, l'unité des radicaux de tout poil. Les attentats en Europe, en effet, et plus encore, à mon avis, les torrents migratoires qui déstabilisent tout le continent, ont fait monter en flèche le facteur stress chez tout le monde, y compris dans les milieux radicaux, et tous cherchent ce qui serait en mesure de donner de l'efficacité au combat. Et c'est tout naturellement, hélas, dirais-je, vous allez voir pourquoi, je détaillerai après, que le vieux et récurrent thème de l'unité des radicaux, l'unité des nationalistes, l'unité des identitaires, etc., s'impose comme le remède miracle, ou s'imposerait comme le remède miracle aux différentes impuissances. Comme la solution au problème du que faire qui agite le milieu. Depuis quelques mois donc, des personnes louables d'ailleurs, dans leurs propos et très souvent sincères, lancent à l'adresse des mouvements et des responsables de mouvements des appels poignants à l'unité des militants, au nom d'un socle commun minimal, et appellent à un sursaut unitaire. Sans suffisance ni dédain de ma part, aucune, je crois hélas pouvoir affirmer que ce type d'appel constitue l'antithèse absolue de ce qui devrait être nos préoccupations du moment, et ce que nous devrions faire. En bref, cette unité, toujours mythifiée, ne m'apparaît pas être du tout la question et la démarche pertinente face aux défis mortels que nous devons affronter. Et avant, bien évidemment que vous commenciez à vous renfrogner, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, cette unité est-elle possible? Et si oui, est-elle souhaitable? Et si oui encore, dans quel but? Et pourquoi faire? À toutes ces questions, je vais répondre et tenter de vous démontrer que la prise de puissance et de force ne s'ouvre évidemment pas dans l'unitarisme comme panacée à tous les maux. Alors allons-y. Je vais commencer par le périphérique, c'est-à-dire le moins important, le moins intéressant, en répondant aux deux premières questions qui m'apparaissent secondaires. L'unité possible et l'unité souhaitable. Première question, l'unité des structures, des militants est-elle possible? Formellement, sur le papier, dans l'absolu, elle est au moins envisageable. Mais concrètement, c'est une histoire qui bute sur plusieurs obstacles concrets et qui, à mes yeux, constituent des impasses. En effet, la mouvance, entre guillemets, fonctionne sur un certain nombre de croyances, de présupposés magiques qui appellent des représentations archétypales jamais remises en cause, ou presque. En effet, à de rares exceptions près, je pense ici au mouvement héritier de la révolution conservatrice allemande, ou à ceux héritiers des différents courants monarchistes et royalistes, la plupart de ces mouvements, courants, partis, structures, fonctionnent selon le sacro-saint principe du chef, avec un grand C majuscule, chef souvent incontesté et infaillible, miroir projeté du mythe de l'homme providentiel qui devrait un jour tous nous sauver. On va y revenir à cet homme providentiel. Voilà donc un présupposé, celui du chef, qui constitue un obstacle majeur à une hypothétique unité. Et des chefs, on en trouve partout. Là où dans les temps anciens, la guerre et la mort se chargeaient de sélectionner les meilleurs, ou du moins c'est ce qu'on espérait, la modernité apporte une anti-sélection horizontale qui permet à pas mal de gens plutôt intelligents d'ailleurs de fonder des groupes et d'attirer à eux des troupes. Attention, je ne dis pas que ce sont des gens incompétents ou animés systématiquement de mauvaises intentions, mais leur autosélection-proclamation
n'a été sanctionné par aucun combat décisif ni par aucune réussite d'importance vitale. Ce n'est pas de leur faute, c'est un fait objectif. La relative quiétude de nos replètes sociétés de consommation conduit inévitablement à la multiplication des groupes et des chefs et donc à la compétition. D'ailleurs, comme dans tout bon système libéral finalement, cette compétition prend souvent le pas sur les actions concrètes, encourage les comportements de coq, les provocations, les montées de tension qui sont autant de facteurs incapacitants. Parfois, à intervalles réguliers tout de même, les rivalités dégénèrent en pugilat, et là aussi, pour la plus grande joie des tenants du système, sans jamais aboutir à l'élection, y compris par la violence, du primus ou d'un primus inter pares, d'un big boss, d'un chef qui aurait triomphé de l'adversité. Pourquoi ? Eh bien, il ne peut y avoir d'accord entre les chefs parce qu'ils ont trop souvent conscience de ce qu'il y aurait à perdre. C'est une attitude qui est finalement très proche de celle de propriétaire plutôt que de celle de révolutionnaire. Au reste, après quelques années de gonflage de muscles et de coups de menton, tout ce petit monde se retrouve bien souvent sur les strapontins de grands partis politiques, à se taper dans le dos sur les bonnes vieilles années passées. Tout ça n'a strictement rien fait avancer. Premier problème donc, le culte du petit chef qui entrave la fluidité potentielle de rapports militants. Second écueil, ce qui n'en est d'ailleurs pas pour moi un, la grande diversité des idéologies qui peuplent ce que l'on appelle, à ce moment-là, avec de plus en plus de difficultés, la mouvance. Eh bien oui, pour qu'il y ait unité, encore faudrait-il qu'il y ait un accord de fondement sur des principes reconnus, partagés par tous. C'est là que ça va coincer. Car si nos adversaires nous considèrent, nous, comme une mouvance, je vois bien plus, moi, une galaxie avec des planètes et des systèmes solaires parfois très éloignés les uns des autres. Je ne développe pas ce sujet. Vous avez déjà à votre disposition des kilomètres de débats plus ou moins intéressants entre les tenants des diverses factions. Troisième souci, et non des moindres, la nostalgie incapacitante et permanente qui fait hélas que ce milieu n'est pas loin d'être un vecteur constitué de révolutionnaires et ressemble plus à un cul-de-sac voué à l'examen répétitif d'un hier magnifique, d'un âge d'or d'autant plus inapplicable qu'il est éloigné. Là encore, chacun a ses références, ses cultes, ses saints, et on se chamaille comme des gosses pour savoir de Mussolini, de Louis XIV, de Napoléon, de Pétain, de que sais-je, et j'en passe, doit constituer le phare éclairant le combat. Au lieu d'éperonner le réel en inventant et en refondant des mythes mobilisateurs, on préfère ressortir les morts du placard et convoquer des tribunaux militants aux débats stériles mais finalement rassurants. Sacrée perte de temps et d'énergie. Quatrième point d'achoppement, le grand mythe du sauveur cosmoplanétaire, l'homme providentiel qui va sûrement émerger un jour quelque part et tous nous sauver. Voilà, ça c'est encore une pensée magique, une prophétie pratique qui légitime l'immobilisme, le passéisme, la ghettoisation. Selon les périodes, d'ailleurs, le grand sauveur peut venir de près, de loin. Depuis quelque temps, on a Poutine sur son ours, vous savez ce que j'en pense. Mais la mouvance a le chic pour dénicher à intervalles réguliers des figures aussi peu analysées que bénies, et qui auraient le logiciel gagnant à tout craint pour nous sortir de l'ornière. J'appelle cela tout bonnement une mentalité de supplétif, ou encore la pensée avec des béquilles. Au lieu de comprendre que la nécessité absolue aujourd'hui est d'abord de combattre en nous-mêmes pour, selon le mot définitif de Dominique Vénère, être à soi-même sa propre norme, on attend et on espère que la lumière jaillira d'un être mythifié qui parviendra à définir pour nous cette norme. Cinquième point, le problème, c'est que dans ce milieu, nous avons finalement trop peu de croyants. Au sens où, tout simplement, nous avons des gens qui sont là, mais qui ne croient pas dans le combat. Je ne parle pas ici de croire en l'unité, je parle de croire tout court, d'avoir, chevillé au corps, la volonté et la détermination de faire, sinon triompher nos idées, de les faire progresser, de leur donner la forme adéquate pour qu'elles touchent le plus grand nombre, de croire que nous avons raison et de croire que nous pouvons à un moment vaincre. Pour beaucoup, la mouvance, hélas, constitue un havre de paix, une sorte d'îlot lascif et douillet dans lequel finalement on arrive. Et parce qu'on est arrivé là, on est un petit peu comme dans la matrice de toutes les radicalités, on peut se reposer, peinard, et parader ou exhiber toutes sortes d'idées exotiques et farfelues.
Ce qui pose d'ailleurs, sur ce 5e point, la question de faire l'unité avec qui. Parce que si l'unité est possible, il faut quand même avoir 2-3 paramètres pour nous cohérer. Entre les doctes savants, au dédain facile, les bobos branchés, les excités et les trisos de toutes branches, le peuplement de cette mouvance pose très sûrement la question fondamentale de celle d'une sociologie qui est fermée, sclérosée, voire en fait nécrosée. La sociologie FAF est de plus en plus nécrosée sur ce plan-là. Il y aurait effectivement là encore beaucoup à dire. Je ne développe pas ce point, j'en ai déjà parlé dans mes chroniques précédentes, mais voilà, on peut encore trouver bien d'autres points d'achoppement sur la possibilité d'une unité, mais ces 5 points de congestion que je viens de vous donner sont suffisamment lourds pour en obérer la possibilité. En dehors de ces aspects techniques, et cela m'amène à la seconde question, il y a celle d'une unité comme étant une chose souhaitable ou pas. L'unité est-elle souhaitable? Eh bien d'emblée, je dis tout simplement non, elle n'est pas souhaitable. Au risque de crisper, certaines consciences un peu moutonnières qui voudraient qu'on suive tous le même chemin, je suis un adepte de la diversité. Alors je vous rassure, sur ce plan seulement. Je pense, avec d'autres, que c'est dans le foisonnement que naît la richesse créative et créatrice, et non dans un unitarisme imposé, normatif et pesant. Au reste, et sur un plan purement tactique, pour le système, il est bien plus compliqué de comprendre et de gérer une pluralité de structures que d'en contenir une seule. Je ne suis pas partisan de la foire non plus, certes, mais regardez bien et observez les courants et les milieux depuis 10, 15, 20 ans, et vous verrez vous comprendrez avec Darwin que la sélection naturelle se manifeste assez bien. Les mouvements qui perdurent sont ceux qui portent les projets les plus intéressants, les principes les plus clairs, ou alors qui sont les plus mythos, les plus caricaturaux, au choix. On a le choix de la caricature ou le choix de la manifestation, de l'incarnation. Mais tous ces débats possibles, souhaitables, n'ont que peu d'intérêt au regard de la dernière question, qui est à savoir l'unité pour quoi faire, l'unité dans quel but. Et c'est ici que, évidemment, on va pouvoir porter la plus lourde critique, malheureusement. Passer le moment romantique d'un grand mouvement radical en constitution, la question du ce à quoi il pourrait servir reste cruciale. Car l'unité n'étant rien un gage de force accrue, n'étant rien un gage d'une puissance effective ou d'une réalité, d'une concrétude d'action. Je m'explique. Si cette unité réalisée ne l'est que pour pratiquer un militantisme classique hérité des 19e et 20e siècles, militantisme d'ailleurs qui, au-delà de son attrait, ne sert évidemment au système oligarchique qu'à nous gérer et à nous produire, en tant qu'affreux radicaux, ce qui d'ailleurs contribue à sa légitimité, en quoi donc cette unité est-elle bénéfique ? En quoi constitue-t-elle un élément révolutionnaire de rupture, un gain réel de territoire militant ? Navré. Mais la plupart du temps, la perpétuation fort probable du schéma militant classique au travers d'une superstructure qui serait normative nous fera tout simplement agrandir et fera ressembler ce mouvement à un agrandissement du zoo FAF. Pas plus. On élargira les barrières, mais elles seront toujours là et on sera toujours taxinomié, trié, rangé dans le repoussoir perpétuel de ce que l'on veut bien présenter de nous. Non, vraiment. Je crois que focaliser sur cette histoire d'unité, c'est véritablement être à côté de la plaque. La seule unité qui est réellement à retrouver, c'est celle que nous devons avoir avec notre peuple. Et pour ce faire, au lieu de se constituer en énième bastion, fût-il grand, fort, il me semble impératif de se projeter au milieu des nôtres et de faire valoir notre exemplarité et notre opiniâtreté à travailler le réel. Encore une fois, le temps passé à construire, organiser, gérer un mouvement ou un méta-mouvement, c'est autant de temps de perdu sur le travail au réel, au quotidien, près de nos concitoyens. Et puis, s'organiser présuppose finalement de s'organiser sur des schémas et des normes qui sont définis invariablement par nos ennemis. Partis politiques, mouvements, associations militantes et politiques sont autant de jalons pour l'ennemi, autant de balises qui lui permettent de reconnaître et de circonscrire nos initiatives. Vous voulez mon avis ? De toute façon, vous l'aurez. Plutôt que de penser structuration, pensons projection. Au lieu de coller des autocollants,
des affiches, d'envahir 30 minutes une rue ou un lieu, ce qui n'aura d'ailleurs pour effet que de participer au flux informationnel traité par l'ennemi, 3 minutes dans un journal télévisé, et malheureusement on se gargarise beaucoup de ça, 5000 vues sur Facebook, 3000 machins, etc. Tout ça c'est une participation au flux, et le flux c'est véritablement ce que le système veut de nous, que nous soyons dans le courant que lui draine. Eh bien plutôt que tout ça, il me semble plus opportun de se cohérer sur des projets concrets, participant de la prise d'autonomie, de la reprise de souveraineté, d'une souveraineté locale, d'une emprise qui est faite par le réel. Il me semble plus pertinent d'occuper, par exemple, une fonction syndicale ou un mandat électif, de travailler à une relocalisation, d'être président d'association, de fonder des îlots de cohérence avec nos compatriotes, en fait, que d'apparaître comme le nouveau groupe fort à la mode dans les médias. Produit par les médias, produit par le système, comme extrémisation repoussoire. En un mot, disparaissons. Désertons les lieux que l'on nous a attribués de gré ou de force d'ailleurs, et que nous pensons à tort être les nôtres. Soyons là où on ne nous attend pas, et sur des formes aussi inattendues. Nous avons moins besoin de drapeaux et de manifs que de réussites exemplaires dans le réel, que de choses démontrables et démontrant le bien fondé de nos principes de lutte. Je ne dis pas bien sûr de tout abandonner, gardons l'intelligence organique de communiquer entre nous, manifestons de manière expressive notre opposition au système. Je ne veux pas brûler toutes les banderoles et toutes les affiches. Mais la priorité doit être pour nous d'échanger les bonnes recettes de lutte, pas de reproduire les vieilles manières de lutter. Incarnons enfin ce que nous prenons dans les appellations de nos mouvements, ce que nous claquons sur nos drapeaux. Soyons ce que nous sommes. Et souvent, ce que nous rêverions d'être si nous n'étions pas pris dans des structurations militantes dépassées et facilement circonscrites par le système. Mieux vaut tenir une AMAP tout à l'heure, disais-je, que coller 10 autocollants. Oui. Mieux vaut tenir une section syndicale que de défiler de Comémo en Comémo. Oui. Mieux vaut créer des contre-mouvements pour investir le réel que de vouloir prétendre toujours le changer. C'est un sacré challenge. Et pour avoir traversé malheureusement ce que l'on appelle effectivement avec difficulté la mouvance depuis presque 30 ans, je pense que peu en sont capables. Mais cela, tous ceux qui ont envie d'incarner par l'exemple ce que nous sommes et les principes que nous portons, cela trouveront en dehors de la sociologie FAF, sclérosée, tout un tas de gens de bonne volonté, tout un tas de braves gens, pas ou peu politisés, mais prêts à investir beaucoup, pour peu que nous leur parlions vrai et sainement en répondant à leurs attentes et leurs angoisses, qui devraient d'ailleurs être et constituer notre seule préoccupation. Car si ce qui se joue, en Europe aujourd'hui, c'est bien moins notre aptitude à l'unité finalement chimérique que notre capacité vitale à produire du sens, à combattre ce qui nous nie et à fonder des contre-propositions sociétales réelles, tangibles et exemplaires. Sur ces bons mots et en espérant avoir dérangé quelques-uns de vos neurones, amis pirates, chers compatriotes, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine fois.